Elle est une épouse, elle est une mère, elle est une dame de fer. Elle est une femme. Malgré les flammes et les blâmes, elle s'est distinguée. Grâce à son travail, grâce à son savoir-faire avec justesse, grâce à ses multiples connaissances, elle a brisé les stéréotypes qui lient la gente féminine dans notre société. Et elle a su se donner une place importante au sein de l'université de Lubumbashi, précisément à la faculté des lettres et sciences humaines où elle exerce son métier avec paix. Experte à la une, votre émission a le réel plaisir et ce privilège de recevoir pour vous Madame Christelle Soukadi Mangwa. Elle est experte, bien évidemment. Avec elle, nous allons parler sur la question de l'apport de la gente féminine dans les organisations. Experte à la une, c'est tout de suite. Eh oui, le choix c'est le choix. Vous qui êtes de passage à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, voici pour vous une très bonne nouvelle. Un seul endroit pour votre détente et divertissement. Insomnia Night Club Terrasse Bar Restaurant. Insomnia Night Club Terrasse Bar Restaurant. Les services de qualité sont mis à votre disposition avec toute gamme de bières et boissons. Pour votre restauration, Insomnia Night Club Terrasse Bar Restaurant vous emballe avec tous les secrets culinaires. Au passage, la cuisine congolaise. Vous y trouverez aussi l'espace Lunch Bar. Net Club Insomnia contient aussi des box VIP et autres. Pour la meilleure détente musicale, les DJ professionnels sont à votre service pour vous régaler. Insomnia Night Club Terrasse Bar Restaurant, nous sommes dans les Haut-Katanga, localisé sur l'avenue Abekaozi, à l'intervalle entre Roué et Kimbangu, dans la commune de Lubumbashi. Insomnia Night Club, passage obligé. Insomnia Night Club, nulle part ailleurs. De retour sur ces plateaux d'expertes à la une, je suis déjà avec Madame Christelle Soukadi. Je me tourne vers elle et je lui dis bonjour. Bonjour Madame. Bonjour Madame Ruth. Vous allez bien? Très bien, et vous-même? Sentez-vous à l'aise d'être chez vous? Je suis déjà très à l'aise, merci. Ok. Nous sommes honorés et privilégiés de vous recevoir dans cette émission. Comme je le disais tout à l'heure, vous êtes professeur à l'université de Lubumbashi, professeur associé à l'université de Lubumbashi. Alors, les téléspectatrices, les téléspectateurs, ils ont besoin de savoir plus sur vous. Qui est Madame Christelle Soukadi? Alors, bien déjà merci. Moi aussi, je suis très honorée d'assister à cette émission, de participer. Alors, ça va être un peu difficile de me présenter, mais je vais aller sur l'essentiel. D'accord. Donc, comme vous l'avez dit, je suis professeur associé en sciences de l'information et de la communication. C'est à l'université de Lubumbashi. Mon domaine de spécialisation, c'est la communication des organisations et je travaille notamment sur toutes les questions des technologies de l'information et de la communication dans les organisations, justement. En dehors de ça, je travaille aussi dans le cadre de la coopération belge avec l'université, dans l'appui institutionnel de l'AREF. C'est une organisation notamment belge qui gère tout ce qui concerne l'académie de la recherche. Et donc, dans ce cadre-là, je suis copilote d'atteinte de résultats sur l'amélioration de la pédagogie universitaire, notamment en intégrant le numérique dans les enseignements. Et donc, voilà, je peux me limiter là pour l'aspect académique. Ok, ça en fait trop pour une femme. Ce qui n'est pas donné à toutes les femmes, madame. J'avoue que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir sur mon parcours des personnes exceptionnelles qui m'ont inspirée. Et aussi, disons que je suis quand même une dure à cuire. Okay. Donc, dès qu'il y a une opportunité, je n'hésite pas à la saisir, ce qui fait que souvent, je suis dans beaucoup d'activités, tant que c'est possible, justement. Ok. Vous êtes une femme, vous avez étudié comme toutes les autres jeunes filles, mais à quel moment vous avez eu cette ambition d'être professeur? Alors, le côté professeur est venu beaucoup plus tard. J'étais déjà étudiante en licence, mais j'avoue que je suis dans une ONG de développement depuis que j'ai
quasiment 11 ans. J'avais travaillé d'abord à l'UNICEF et ensuite je suis dans une ONG de développement. Et déjà à ce moment-là, j'organisais beaucoup de formations avec notamment le président et les collègues de l'ONG. Et j'avais déjà cette tendance à transmettre quelque chose, à partager dans les conférences, notamment dans les échanges avec les jeunes. Mais arrivé à l'université, en effet, il y avait beaucoup de professeurs, notamment le professeur Jacques Nkungu que vous connaissez certainement, le professeur Christian Kunda, des professeurs qui m'entouraient et qui m'ont clairement dit que ce serait bien que j'aille dans l'enseignement. C'est quelque chose que je faisais déjà d'une manière ou d'une autre, mais pas dans le domaine académique. Et ensuite, effectivement, j'ai décidé de sauter le pas. Vu que je remplissais les critères et que finalement, ça me passionnait quand même, j'ai décidé d'introduire ma demande d'assistanat et voilà. Et voilà, aujourd'hui, vous êtes professeur, donc vous avez commencé par être assistante et puis vous êtes devenue professeur, vous avez fait votre thèse, c'est ça? C'est ça. Alors, j'ai commencé comme assistante. D'abord, j'étais à Moulolois. J'ai fait une année à Moulolois, l'Institut supérieur. Et je suis revenue à l'Université de Lubumbashi en 2012. J'ai fini en 2011, je suis revenue en 2012, mais d'abord dans l'administration, comme responsable de communication au sein du service de ressources informatiques. Et c'est seulement en 2013 que l'Université de Lubumbashi m'a nommée assistante. Et donc, j'ai évolué comme ça dans mon parcours jusqu'à devenir chef de travaux en 2018 parce que j'avais défendu mon diplôme d'études approfondies et publié des articles scientifiques. Ensuite, j'ai obtenu une bourse pour la thèse justement de doctorat. J'ai été à l'Université catholique de Louvain en Belgique où j'ai soutenu ma thèse de doctorat en 2022. C'est comme ça qu'en 2023, le gouvernement congolais m'a nommé professeur associé et voilà. Et j'ai commencé les enseignements en janvier de cette année. C'est dans les dires, vous faites très bien votre métier. Hein. Ah ben, c'est tant mieux. Hein. Déjà. C'est tant mieux. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de passion derrière. Personnellement, je fais partie de ces enseignants qui considèrent les étudiants en face comme des pépites, en fait. Des personnes qui ont aussi quelque chose à apporter. Et donc, je mise beaucoup sur l'échange, je mise beaucoup sur le fait qu'il y ait du potentiel en chacun d'entre nous. Mais il y a beaucoup de passion aussi derrière. Moi, j'aime bien, de temps en temps, je fais rire. De temps en temps, on est très sérieux. Et on essaye et on évolue comme ça, vous évoluez comme ça. On a un bon équilibre. Ah, ok. Alors, moi, j'ai une question par rapport à ça, par rapport à votre métier. Il y a beaucoup des hommes qui sont professeurs à l'université et vous êtes une femme. Vous vous retrouvez dans ces cercles-là des professeurs, des hommes. Qu'est-ce que ça vous fait? Bien, enfin, je vous ai dit dès le départ que j'étais un peu têtue comme personne. Donc moi, personnellement, j'ai beaucoup évolué dans les milieux des hommes et c'est rare que je me sois mise en avant comme étant une femme. Je me mets en avant en fonction des compétences que j'ai. Je me mets en avant en fonction de ce que je peux apporter. Mais c'est vrai que notre contexte est un peu, je ne dirais pas discriminatoire, mais dans tous les cas, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Notamment, nous sommes regroupés dans l'association, le cercle, Sophie Kanza, qui était la première femme justement universitaire de la République démocratique du Congo. Et nous ne sommes pas nombreuses, les femmes. Quel que soit le domaine. Donc, on essaye de se motiver, on essaye de motiver les jeunes femmes, les jeunes filles, les jeunes étudiantes à aller beaucoup plus loin dans la recherche. Mais c'est vrai qu'avec tout ce que nous avons comme responsabilité sociale, responsabilité en termes de mère de famille, même pour celles qui ne sont pas mères, ça peut de temps en temps décourager. Alors, milieu d'hommes, oui, certains hommes, je ne sais pas, par complexe ou par machisme, de temps en temps, essayent de rappeler que voilà, les femmes peut-être ne devraient pas être là-bas, mais je vous avoue que ce sont des discours que je n'écoute pas. Ah, vous n'écoutez pas, vous ne tenez même pas compte de ça? Non, vraiment pas, ça n'en vaut pas la peine. Ça ne vous touche pas, ça ne vous fait pas mal? Personnellement, non. Enfin, quand j'ai en face de moi un individu qui prétend être supérieur et qui prétend que ce sont les hommes qui doivent devenir professeurs, c'est clair que c'est une personne qui ne donne pas envie de discuter avec. C'est une personne qui a une certaine manière de voir les choses qui n'est pas correcte. Et donc, voilà, ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Non. Alors, c'est quoi déjà les ambitions des années qui suivent? Hormis être professeur, vous envisagez quoi encore à l'université? Alors, comme je vous l'ai dit, je suis engagée dans beaucoup de choses, même par rapport à la société, à la communauté. Donc, je suis dans une ONG, personnellement dans le milieu académique. Comme vous savez, déjà on disait que l'assistanat n'est pas une carrière, donc il fallait progresser. Et même en tant que professeur associé, il y a des échelons à gravir après cela. Donc il faut passer professeur, puis professeur ordinaire. Et en fin de carrière, certainement, voilà, professeur émérite. Donc déjà de ce côté, je compte évoluer. Mais surtout, le problème, ce n'est pas de gravir les échelons, c'est quelle est la marque et l'empreinte qu'on va laisser dans la société, dans le monde académique.
Donc personnellement, je suis sur beaucoup de programmes de publication. Je suis notamment chercheur associé à l'Université catholique de Louvain. Et donc dans ce cadre-là, une fois que j'aurai le temps, parce que ce n'est pas évident avec toutes les charges pour l'instant, je compte vraiment laisser beaucoup de publications en ce qui concerne la communication organisationnelle parce que malheureusement, vous en savez quelque chose, la plupart des ouvrages que nous utilisons proviennent voilà, d'une orientation européocentrée. Oui. Et donc, parfois, il y a des réalités contextuelles qui ne sont pas mises en avant. On dit souvent que ce sont les autres qui écrivent notre propre histoire. Oui. Qu'il s'agisse du domaine de l'histoire, du domaine de la communication, du domaine du journalisme, du domaine, peu importe, de la médecine, c'est important que nous puissions nous approprier notre discours et justement le mettre en avant et publier quelque chose. Voilà. Ah, vous travaillez pour ça? J'y travaille, sérieusement. D'accord. Comme je l'ai dit, elle est experte en communication des organisations. On va parler avec elle sur la question de l'apport de la gente féminine dans des organisations. Alors, je commence par la première question, madame. Comment, quelle est la place que la femme doit occuper dans une organisation? Alors, il faut déjà savoir que le monde des organisations, comme la société de manière générale, est traversé par tous les bouleversements qu'il peut avoir de manière culturelle, de manière sociologique, et ainsi de suite, de manière anthropologique. Et donc, pendant longtemps encore, la plupart des organisations ont été de nature discriminatoire envers les femmes. Soit parce que tout simplement les femmes n'y avaient pas accès, soit tout simplement parce que même quand elles y avaient accès, elles n'avaient pas les mêmes droits que les hommes. C'est comme ça que vous entendez parler de la journée des droits des femmes, et pas la journée de la femme comme on a tendance à le dire. Oui. Et donc, le monde des organisations aujourd'hui est beaucoup plus, on va dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été mis en avant. Beaucoup de combats ont été menés, beaucoup de droits ont été acquis, notamment en ce qui concerne les salaires. Vous aviez des organisations, et ça existe encore aujourd'hui, je ne suis pas utopique, ça existe encore aujourd'hui des organisations discriminantes, pardon. Et donc vous aviez des endroits où la femme et l'homme avaient exactement le même poste, mais la femme était moins bien payée que l'homme, alors qu'il faisait exactement le même travail. Voire même la femme faisait peut-être parfois plus de travail que l'homme. Donc la place de la femme dans l'organisation, normalement, on ne devrait même plus en parler en disant la femme et l'homme dans l'organisation, mais tout simplement les travailleurs de l'organisation, les agents de l'organisation. Donc moi je pense que comme pour tous les autres fronts de combat qu'on mène par rapport aux droits des femmes, dans l'organisation également, il faut continuer à briser ce plafond de verre, le plafond de verre dont je parlais dans un de mes cours justement avec des étudiants de deuxième licence, en expliquant que parfois on ne va pas vous dire clairement les femmes ne sont pas admises ou bien les femmes ne doivent pas faire telle ou telle autre chose. C'est implicite, c'est tacite, et donc c'est comme une sorte de plafond qu'on met au-dessus de vous, un plafond de verre qui va être transparent, qui va donner l'impression qu'il n'y a rien, mais au fond, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de discrimination. Donc moi, je pense que autant que l'homme, la femme a beaucoup à apporter pour les organisations. Il y a même des métiers, parfois, on va vous conseiller d'avoir des femmes à la place des hommes. C'est tout à fait logique, tout comme il y a des métiers où il y a les hommes à la place des femmes. Moi, je ne suis pas trop dans ce genre dans ces débats de parité, complémentarité, parce que je pense que tout est question de compétences, tout simplement. Donc, la femme autant que l'homme ont leur place au sein de l'organisation. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de discrimination. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez été victime de cette discrimination? Alors, oui. Est-ce que c'est parce que j'étais une femme? Je ne le sais pas. Est-ce que c'était une question de tribalisme? Peut-être. Est-ce que c'était une question de jalousie? Sans doute. De complexe, beaucoup. Mais chaque fois qu'il y a ce genre de discrimination, j'essaye de me dire qu'il ne s'agit pas du fait que je sois une femme, mais plutôt du fait que la personne en face de moi soit complexée. Voilà, il y a forcément quelque chose. Ça m'arrive à moi, ça aurait pu arriver à un homme. Les femmes ne sont pas les seules personnes à vivre la discrimination. Mais en effet, il m'est arrivé de temps en temps d'entendre des discours disant que voilà, ce serait compliqué vu que c'est une femme et que voilà, vous les femmes, vous avez toujours beaucoup d'excuses, les femmes, vous êtes ceci, vous êtes cela, alors qu'au fond, quand vous regardez... Et quand on parle d'excuses, on fait référence au mariage, c'est ça? On fait référence au mariage, on fait référence au fait qu'elle va dire « je dois aller m'occuper de l'enfant », alors qu'il y a des pères qui s'occupent aussi très bien de leurs enfants. Et d'ailleurs, dans les faits, vous allez vous rendre compte que la plupart des femmes peuvent avoir même plus d'heures de travail que certains hommes. Tout simplement, on va stéréotyper la femme, on va essayer de lui coller une étiquette disant de toute façon, les femmes, vous êtes comme ça. Vous voyez ce genre de discours très archaïque, ça existe encore. Mais j'insiste, et je vous le disais, je suis une personne très têtue. Donc moi, ce genre de discours, c'est vraiment comme de l'eau sur le dos d'un canard. Est-ce que les potentiels de la femme sont pris en considération dans des organisations?
surtout à notre génération ici. Oui. Alors, je pense que je dirais de manière, en grosso modo, oui, sans appui d'études statistiques, mais je voudrais par exemple parler de mon université, l'université de Lubumbashi, dans laquelle je suis, parce que c'est l'exemple concret dans lequel moi-même j'évolue. Je pense qu'il y a en effet beaucoup d'efforts qui ont été mis en place. Et aujourd'hui, par exemple, vous avez voilà, une association comme le Cercle Sophie Kanza, vous avez des associations d'étudiants qui mettent en avant les potentiels des femmes, justement, pour faire en sorte que les gens aillent beaucoup plus loin dans la recherche, dans l'enseignement. Vous avez beaucoup d'activités qui sont organisées autour de ce que la femme peut apporter, justement, parfois sans même mettre l'étiquette femme devant. Et c'est ça qui donne encore plus de valeur à la femme. Quand on organise une conférence sans nécessairement dire réservé aux femmes, les femmes pour les femmes, moi je pense que le pas est franchi à partir du moment où on arrête de dire ça c'est pour les femmes, ça c'est pour les hommes. Mais en tout cas, dans l'université de Lubumbashi dans laquelle j'évolue, je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis en avant et on considère la femme, en tout cas, pour ce que moi j'ai vécu comme expérience, à sa juste valeur. Mais surtout, c'est de l'autre côté, c'est aux femmes de s'imposer de temps en temps. Quand vous vous retrouvez dans un milieu machiste, dans un milieu où on a tendance à sortir des discours négatifs sur vos potentiels, c'est à vous de montrer de quoi vous êtes capable. Moi, j'ai des majeurs de ma promotion pour chaque année, chacune des années de l'université. J'étais la première, entre guillemets. Et j'avais des collègues hommes qui étaient très forts aussi, très intelligents. Mais ça n'empêchait pas que je mette en avant mes potentiels. Et c'est ce que je demande aux étudiantes tous les jours, en fait. Ok. Et quelles sont les difficultés que les femmes peuvent rencontrer dans des organisations? Les premières difficultés parfois sont intrinsèques à la femme elle-même. C'est le fait de parfois se mettre des barrières ou des limites en pensant qu'il y a des aspects qui ne sont pas atteignables. Alors ça, c'est de 1. Une fois qu'on a franchi ce pas, je pense que il n'y a plus rien d'impossible, s'il faut le dire ainsi, même si on sait qu'il n'y a que Dieu qui peut permettre l'impossibilité. Mais au-delà de ça, il y a tous ces aspects socioculturels, notamment qui vont venir dans des milieux où on a toujours dit, voilà, quand il y a 3 personnes qui doivent aller à l'école et qu'on ne peut financer que 2, s'il y a une fille, on est sûr que c'est la fille qui va rester à la maison. Quand vous mangez tous à table et qu'on dit c'est la fille qui doit débarrasser le garçon, bah, il se croise les pieds, il est là en train de regarder la télévision. Au fait, toutes ces petites choses qu'on ancre année après année dans le psyché des hommes et des femmes, ça fait que, arrivé dans l'organisation, les femmes font face à certaines difficultés. Par exemple, on va se retrouver dans une réunion. Automatiquement, on demandera à la femme de servir les bouteilles d'eau. Alors que peut-être qu'il suffit de se les faire passer, tout le monde en a. On va arriver dans une organisation, il y aura une réunion importante, tout de suite on va sélectionner des têtes masculines. La femme, c'est vraiment si elle a pu montrer de quoi elle était capable plusieurs fois. Donc vraiment, il faut qu'elle soit la perle de la perle, la crème de la crème pour qu'elle soit prise en considération. Donc ce genre de difficultés qui en soi n'émanent pas de l'organisation en elle-même, mais qui proviennent de tout un background sociologique, anthropologique, culturel que nous avons eu. Heureusement, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tout le temps comme ça. Mais en effet, il y a certaines difficultés de ce genre-là qui amènent justement à ces discriminations dont nous parlions tantôt. C'est surtout lié aussi à comment nous avons grandi, au fait, parce que tout découle de comment on grandit, comment nous avons été éduqués. Et vous remarquerez que les mères qui éduquent leurs enfants, garçons, exactement comme les filles sur certaines tâches ménagères, par exemple, vous vous rendez compte que ce sont des hommes, pas nécessairement qui passent leur vie à la cuisine, non. Mais ce sont des hommes qui réfléchissent différemment et qui savent exactement quelle est la valeur d'une telle ou telle autre chose. Alors, il y a certaines femmes, elles se plaignent, elles se disent, j'ai du potentiel, je suis capable de faire ça, mais je suis emmêlée des bâtons dans les roues. Je ne sais pas comment évoluer parce que, bon, je sais que vous avez déjà entendu parler de ça. Je suis dans une entreprise, il y a des chefs qui me disent, pour que tu occupes tel ou tel autre poste, en tout cas, tu dois m'appartenir. Bah écoutez, vous quittez de là. C'est aussi simple que ça, vous partez. Vous avez des potentiels. Enfin, moi, Et c'est fréquent. Ça existe, et il ne faut pas le négliger. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas ou de vouloir blaguer dessus. Non, non, c'est très sérieux, c'est un problème vrai. Et il y a des femmes, moi, que je connais, qui vivent ce genre de situation-là. Mesdames, partez. Après, c'est vrai, vous allez dire, c'est ici que j'ai l'opportunité, mais ça, ce n'est plus une opportunité, ça devient une menace. Ce n'est plus une opportunité, ça devient voilà, un danger pour votre vie. Vous avez des potentialités. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de créer votre boîte? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'essayer de vous associer entre vous qui avez été toutes victimes de ce supérieur-là négatif? Vous voyez, moi, je pense qu'il faut vraiment passer... C'est ça le parcours, en fait. Chacun a des difficultés de plusieurs ordres. Pour d'autres, c'est que je n'ai pas eu assez de diplômes pour accéder à tel poste. Pour d'autres, c'est que mon chef me fait des avances. Pour d'autres, c'est que, voilà, quand j'arrive, mes collègues ne sont pas gentils. Chacun a des difficultés. Et face à ça, il va falloir...
trouver, voir comment passer le cap. Moi, je pense que à partir du moment où vous savez que vous avez les potentialités, à partir du moment où vous savez que vous êtes intelligente, que vous savez que vous êtes capable de faire quelque chose, soit vous restez sur place, vous savez comment vous allez vous organiser pour faire en sorte que ce chef arrête de vous faire des avances, soit, eh bien, mesdames, il va vous chasser, madame. Il va vous chasser avant qu'il vous chasse, partez. Avant qu'il ne vous chasse, vous Mais partez. vous avez besoin, en tout cas, de Oui, ce travail-là. c'est ça, justement, c'est ce que je suis en train de Et dire. aussi pour créer, comme vous l'avez dit, pour créer sa propre boîte, il faut avoir il faut tirer des connaissances aussi d'autres personnes pour bien créer cette boîte. Mais comment tu vas les faire si tu quittes parce que les chefs veulent de toi? Alors, on va pas, mettons un large éventail. Premièrement, vous êtes là, vous avez absolument besoin de ce travail et vous ne pouvez pas quitter. C'est là ou rien. Oui. Si c'est ça ou rien, vous devez trouver tous les moyens, tous les mécanismes. Voyez les ressources humaines. Voyez les syndicats, je ne sais pas. En tout cas, toutes les plateformes possibles vers lesquelles vous pouvez vous plaindre. Manifestez clairement auprès de votre chef que vous n'êtes pas intéressé par ces avances. Et je suis sûre qu'au-dessus de votre chef, il y a forcément un autre chef. Si ce n'est pas lui-même dans la boîte, même s'il est le DG, il y a toujours des endroits où vous pouvez vous plaindre. Vous pouvez aller vous plaindre auprès des ressources humaines. Et je sais que de manière générale, les femmes et les hommes potables vont être solidaires par rapport à votre situation. Donc, le mal, c'est de rester, de s'enfermer, de vivre cette situation-là et de penser que ça va finir par passer un jour. Quelqu'un qui est mauvais, il restera mauvais. Et il va continuer à vous faire des avances. C'est vous qui allez continuer à souffrir. Votre famille aussi va en pâtir. Donc, d'une manière ou d'une autre, dénoncez. Vraiment, il faut dénoncer. Quand les femmes dénoncent, personne ne les écoute. Non, ce n'est pas que personne les écoute. Je pense que beaucoup de gens ont peur au fait d'agir. Et le problème, c'est qu'on peut arriver à faire changer les choses si il y a un déclic à un moment donné. Si les gens commencent à se dire, ok, c'est bon, trop, c'est trop maintenant. Vous connaissez certainement le hashtag MeToo qui a fait fureur dans le monde. Ça a commencé comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'avant ça, beaucoup d'autres ne subissaient pas de harcèlement. Au contraire, si. Les gens subissaient des harcèlements, des viols, mais les gens n'en parlaient pas. Parce qu'elles avaient honte, parce qu'elles se disaient, on n'écoute jamais les femmes. Moi, je pense qu'à un moment donné, regardez la plupart des mouvements sociaux, la plupart des mouvements où les femmes, ou même les hommes ont pris le dessus, c'était toujours... Ça se passe, personne ne dit rien, et puis à un moment, on en a marre et on va vers l'avant. Je ne suis pas en train de... Ça, c'est de la théorie. Ce n'est pas aussi facile que de le dire. Donc, chacune, à son niveau, doit essayer d'analyser. Peut-être qu'aujourd'hui, moi, je demande aux gens de dénoncer, mais peut-être que si vous dénoncez, vous êtes foutus. Donc, essayez de voir, user de vos potentiels, justement, user de votre cerveau. Et si d'un autre côté, vous pensez que vous avez quand même un mari qui a un travail, vous avez des personnes qui peuvent vous soutenir et que vous pouvez créer votre organisation, progressivement, allez vers la vôtre. Essayez d'être indépendante le plus possible. Je le dis comme ça, il y en a qui sont capables, il y en a qui ne sont pas capables de le faire. Si vous n'êtes pas capable, associez-vous. On dit toujours qu'il veut aller entre femmes, même avec d'autres hommes. Moi, je suis pas très femme entre elles. Je suis féministe à 100%. Vous êtes féministe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de faire les choses toujours entre femmes. Ça n'empêche pas de travailler avec des hommes aussi. Donc, qui veut aller loin va avec d'autres personnes, mais qui veut aller vite va seul. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment, en fonction de chaque situation, mesdames, s'il vous plaît, voyez qu'est-ce qui est possible de faire pour vous sortir de ce cercle vicieux-là. Parce que des difficultés, il y en aura toujours, mais il faut surtout pas perdre sa dignité. Alors, quel conseil pouvez-vous donner à ces jeunes filles, à ces demoiselles qui se sous-estiment, elles se disent, je ne peux rien faire. Il y a mon chef qui me veut, je ne peux pas, mais j'ai envie de travailler. Quels sont les conseils que vous pouvez leur donner? Alors, moi, des personnes qui se sous-estiment, parfois, c'est parce qu'elles ont peut-être vécu un traumatisme ou qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé ou qu'elles ont vécu plusieurs expériences négatives. Donc, moi, ce que je voudrais donner comme conseil, c'est d'abord, premièrement, sachez quelle est votre valeur. Sachez ce que vous valez. À partir du moment où vous savez ce que vous valez, vous savez que vous ne pouvez pas accepter n'importe quoi. Et vous savez aussi que vous ne reculerez devant rien. Donc, essayez de prendre le temps de vous asseoir. Entourez-vous aussi des personnes positives. Le problème aussi, c'est que parfois, on se retrouve des personnes qui renforcent ce discours de je ne suis pas capable, ça ne va pas marcher. Essayez d'avoir des personnes autour de vous qui sont positives. Prenez des modèles, prenez des exemples. N'hésitez pas à demander des conseils à des hommes comme à des femmes. À des femmes, ça sera mieux parce que vous partagez plus ou moins les mêmes... les mêmes contextes, mais n'hésitez pas à demander conseil aux hommes. Entourez-vous de bonnes personnes, en fait. Et pour toutes ces femmes qui veulent s'émanciper, où elles sont sur la voie de l'émancipation, elles veulent aussi laisser leurs empreintes comme vous. Elles veulent aussi être professeurs, elles veulent être, je ne sais pas, gouverneurs, ministres. Quels sont les conseils que vous pouvez leur donner? Eh bien, ne vous arrêtez devant rien. Ne vous arrêtez devant rien. Les difficultés, il y en aura. En plus, là, maintenant, le parcours est plus facile que le poste auquel vous voulez prétendre.
Imaginez qu'elle veuille devenir gouverneur, qu'elle veuille devenir députée, qu'elle veuille devenir maire de la ville comme nous avons une maire aujourd'hui. Au moment où elles auront ce poste-là, les difficultés seront encore plus grandes que celles qu'elles auront à vouloir atteindre. Donc, moi je dis toujours, on se fixe des objectifs, on se donne les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Et c'est tout. Les barrières, il y en aura toujours et il faut savoir les surmonter. En tout cas, il faut savoir les dépasser et les briser. Et surtout, avoir confiance en soi. C'est très important. Avoir confiance en soi, c'est très important. Et j'espère que madame, dans quelques années, vous serez PO. Très très bientôt, hein, c'est sûr. Je serais contente de vous voir, professeur ordinaire. Merci d'avance. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Nous sommes honorés et privilégiés. Merci, c'est moi qui vous remercie. Ça n'est fini pour cette émission Experte à la une. Nous avons reçu pour vous Madame Christelle Choukadi. Elle est professeure associée à l'Université de Lubumbashi à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Elle est experte en communication des organisations. Alors, nous vous disons merci, vous qui nous avez suivis, et j'espère que toutes les femmes qui sont en train de le suivre en ce moment ont bénéficié quelque chose de la part de cette grande figure emblématique. Nous vous disons au revoir et à la prochaine.